Aujourd'hui, nous allons travailler sur la Révolution française. Les bornes que nous allons étudier iront de 1789 à 1804. La Révolution française commence en juillet 1789 et se termine officiellement le 8 novembre 1799. Et durant ces 10 ans, différentes périodes, différents moments politiques vont avoir lieu. Donc, entre 1789 et 1792, nous sommes dans la première partie de la Révolution, c'est-à-dire le moment de la mise en place de la monarchie constitutionnelle. Et vers milieu 1792 jusqu'en 1793, nous sommes dans la période de la République. Et de 1793 jusqu'à 1794, nous sommes dans le moment de la Terreur, qui est un moment de violence politique exacerbée. Puis de 94-95 jusqu'à 1799, nous sommes dans la période dite du Directoire, c'est-à-dire un moment beaucoup plus libéral d'un point de vue politique, économique, en ce qui concerne la Révolution française. Et cette période du Directoire se termine donc le 8 novembre 1799 par un coup d'État militaire mis en place par Napoléon Bonaparte. Et donc, de 1799 à 1804 a lieu la période du Consulat qui marque complètement la fin de la Révolution française et la mise en place d'un pouvoir autoritaire. Et de 1804 jusqu'à 1814, l'Empire napoléonien. La, la Révolution française n'apparaît pas de façon si surprenante que cela. Un certain nombre d'événements étaient annonciateurs, et notamment une partie de la colère de la population dirigée contre la royauté. Premièrement, contre Louis XIV, dont le règne a été extrêmement long, et en 1715, lorsque Louis XIV décède, il y a véritablement un besoin d'un renouveau politique. Ce renouveau politique qui va arriver en partie grâce au régent Philippe d'Orléans, puisqu'en fait Louis XV est trop jeune au moment de la mort de Louis XIV pour régner, il n'a que 5 ans, donc une régence est mise en place, et donc il s'agit de Philippe d'Orléans, qui va lui aussi très vite rencontrer des critiques, notamment par rapport à son train de vie. Ensuite, Louis XV va prendre le pouvoir. Dans un premier temps, il est extrêmement apprécié, il est jeune, c'est un bel homme, il y a beaucoup de victoires politiques, militaires, donc il est apprécié par la population, ce renouveau était nécessaire. Cependant, aux environs de 1750, cette bonne étoile pâlit et au contraire, la population se méfie et émet un certain nombre de critiques vis-à-vis de Louis XV. Donc Louis XVI, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1774, est déjà victime d'une situation politique interne extrêmement tendue, et il n'a pas su comprendre ou mettre en place un certain nombre d'éléments pour enrayer cette situation qui va conduire à la Révolution française. Donc, que ce soit par la remise en question du système monarchique, enfin, en tout cas dans sa version absolue, et qui ont pu amener à la Révolution française, ce n'est pas une surprise que les événements éclatent. En effet, nous avions vu précédemment, il y a une remise en question philosophique, notamment à travers les écrits de Voltaire ou de Montesquieu, par exemple, en tout cas un besoin et une réflexion autour d'un nouveau système politique en France, et plutôt l'idée de s'inspirer de la monarchie constitutionnelle anglaise. Il y a aussi une violente remise en question de la société d'ordre. En effet, c'est complètement aberrant que 98% de la population soit assujettie aux 2% restants et assujettie notamment par des impôts pécuniaires et en nature extrêmement lourds, et aussi l'impossibilité de pouvoir faire une carrière si l'on n'est pas noble. Il va y avoir également, au-delà de ces mesures sociales et intellectuelles, il va aussi y avoir des problèmes économiques extrêmement importants. En effet, on constate par exemple pour 1788 que le royaume dépense 629 millions pour 503 millions de recettes.
Donc il y a un déséquilibre financier extrêmement marqué. Et la population ressent cela, il y a une hausse des prix, il y a aussi beaucoup de guerres et il y a aussi des famines. En effet, par exemple, pour la décennie de 1780, mais ça a déjà été le cas dans les années 1750 par exemple, il y a eu des récoltes qui n'étaient pas bonnes puisque l'été était extrêmement pluvieux ou au contraire extrêmement sec, l'hiver était très froid. Donc les paysans ne parviennent pas à pouvoir faire de bonnes récoltes et en plus, ils sont, euh, ils sont assujettis à des impôts de plus en plus lourds. Il y a eu des volontés de la part des ministres du roi, notamment de Louis XV, de remettre en cause ces impôts. À remettre en cause, ce serait peut-être trop fort, mais en tout cas de faire en sorte que la noblesse, voire le clergé, paye des impôts. Ça n'a jamais été possible de mettre cela en place et la noblesse a toujours refusé de payer des impôts, tout comme le clergé d'ailleurs. Donc, on voit qu'il y a une suite de montée de la colère dans la population, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, politiques, et au final, lorsque la révolution éclate, ce n'est pas une surprise. Louis XVI avait plus ou moins compris qu'il allait devoir, en tout cas faire des concessions, puisqu'en 1788, il va convoquer les États généraux. Qu'est-ce que c'est les États généraux? Ça va être la mise en place d'élections dans les bailliages. Donc les bailliages sont en fait des circonscriptions administratives, territoriales, etc., où chacun, en tout cas les hommes, vont être amenés à voter pour élire des représentants. Et en vue de cette représentation, il y a des cahiers de doléances qui ont été mis en place dans tout le royaume pour que la population puisse s'exprimer sur ce qu'elle voudrait voir changer. Par exemple, c'est sur le même principe que Emmanuel Macron avait mis en place le grand débat en France suite à la crise des Gilets jaunes. C'est sur ce même principe-là. Donc, Louis XVI convoque les États généraux et le 5 mai 1789, il y a l'ouverture solennelle des États généraux, c'est-à-dire que des représentants du tiers-État, du clergé et de la noblesse se retrouvent. Les représentants du tiers-État sont plus représentés, 578 contre 270 pour la noblesse ou 291 pour le clergé, car proportionnellement, il y a évidemment plus de membres du tiers-État que de la noblesse ou du clergé. Donc il y a une importance du tiers-État. Cependant, normalement, lors des États généraux, le vote est, est fait par rapport au sens, c'est-à-dire par rapport à la fortune. Donc en fait, la noblesse et le clergé représentent 2 voix contre une. Et en tant que tel, ce n'est pas le tiers-État qui l'emporte. Et donc il va y avoir de nombreuses discussions là autour, et déjà des premières discussions. Et au final, c'est ce qui va arriver au 17 juin 1789, la proclamation de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés du tiers-État ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, et notamment la mise en place de ce vote censitaire, et se déclarent Assemblée nationale au 17 juin 1789. Cette proclamation marque le début de la Révolution française, même si ce n'est pas cet événement qu'on va prendre en compte principalement. Donc au 20 juin, les élus du bas clergé vont se réunir avec les députés du tiers-État et a lieu le serment du jeu de paume qui vont permettre d'établir une constitution. Le roi va accepter accepter, ce sera un grand mot, mais en tout cas, il va céder et va demander aux ordres privilégiés, donc le haut clergé et la noblesse, de rejoindre ces différents députés du bas clergé et du tiers-État. Et à ce moment-là,
l'Assemblée nationale devient donc constituante, c'est-à-dire elle va devoir mettre en place une constitution. Et au final, donc le 27 juin, c'est accepté complètement par le roi, mais cependant, il va jouer déjà un double jeu, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que des troupes soient rassemblées autour de Versailles. Il va notamment mettre en place la garde nationale et, par exemple, renvoyer un de ses ministres, Necker, qui était extrêmement populaire, qui est d'ailleurs le père de Germaine de Staël, pour la petite parenthèse historique et genevoise. Et il va donc avoir là aussi une méfiance de plus en plus marquée de la part du peuple parisien, en premier lieu. Et en fait, le 14 juillet, le peuple parisien va prendre la Bastille pour chercher des armes en vue de se défendre. Donc la Bastille, à ce moment-là, est en fait principalement un lieu où on va entasser les munitions, et il y a à peine 7 prisonniers dans la Bastille. Avec cette prise de la Bastille marque le moment de la fin de la monarchie absolue et le début de la Révolution. Donc c'est d'abord une révolution parisienne, mais ensuite les différentes villes françaises vont rejoindre le mouvement, et on parle donc de révolution populaire. Cependant, suite à cette révolution populaire, très vite, une grande peur va se manifester, principalement entre le 20 juillet et le 6 août. Il va y avoir en fait la crainte d'un complot aristocratique, la crainte qu'il va y avoir que des brigands vont abîmer les récoltes, qu'il va y avoir du brigandage partout. Donc cette peur va changer en fait, et va faire passer ça d'une révolte à une révolution complète. Et suite à cela, en même temps, il va y avoir différentes discussions politiques, notamment un élément symbolique très important, la nuit du 4 août étant l'abolition des privilèges. Et là, c'est déjà aussi la fin du système des ordres, c'est-à-dire que les nobles et le clergé doivent renoncer aux privilèges qu'ils ont grâce à leur position. Et d'autres éléments symboliques et importants vont apparaître, notamment le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va vraiment marquer un pas très important dans la mise en place de la Révolution française, puisque cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que chaque citoyen est égal. Et là, c'est une révolution au sens propre, puisqu'on sort à peine d'une société d'ordre où les nobles, notamment, ont des privilèges vis-à-vis du reste de la population. Donc à ce moment-là, nous sommes dans une période de monarchie constitutionnelle, un petit peu comme ce que peut connaître l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un roi qui va garantir les institutions et la monarchie. Donc, déjà, des premières discussions importantes autour du rôle du roi vont avoir lieu, notamment le 28 août 89, avec la question du veto du roi, c'est-à-dire qu'en tant que tel, le roi peut empêcher par son veto la mise en place d'un certain nombre de lois. Donc il y a un débat parmi les députés de la Constituante, est-ce qu'on doit accorder ou non ce droit de veto au roi? Au final, le roi va pouvoir conserver ce droit. Et durant ce début de monarchie constitutionnelle, un certain nombre de choses vont apparaître, comme la liberté de la presse, la création des départements, donc on commence à remarquer un début de décentralisation, aussi la mise en place du système décimal, puisque jusqu'alors on comptait en pouces, en pieds, par exemple, et par cette monarchie constitutionnelle, la mise en place de 3 pouvoirs séparés. Le pouvoir exécutif étant représenté par le roi, le pouvoir législatif étant l'Assemblée constituante, et le pouvoir judiciaire étant représenté par des juges qui sont élus.
Comme vous voyez sur la représentation, il y a 4,3 millions de citoyens actifs, mais comme ils ne payent pas suffisamment d'impôts, ils n'ont pas le droit de s'exprimer par le droit de vote. C'est donc un suffrage censitaire, c'est selon la richesse, l'argent que l'on l'impôt auquel on est soumis, pardon, qu'on va pouvoir s'exprimer via le vote, ce qui fait au total qu'il n'y a que 50 000 électeurs à ce moment-là qui sont pris en compte. Un certain nombre de décisions vont être extrêmement mal prises. Donc, entre 89 et juillet 90, la mise en place de la monarchie constitutionnelle se fait bien, la révolution débute, il y a des tensions, mais elles ne sont pas encore trop marquées. Le 12 juillet 90, avec la mise en place de la constitution civile du clergé et la confiscation des biens du clergé, les tensions vont vraiment s'activer et devenir de plus en plus fortes. C'est-à-dire que, en fait, le clergé devient un système de fonctionnaires qui est payé par l'État. Donc, c'est plus une institution indépendante si l'on veut. C'est le clergé appartient à l'État et ce sont des fonctionnaires. Cette décision va être extrêmement mal vue par la monarchie, qui est catholique, par les catholiques les plus fervents et par une bonne partie du clergé, ainsi que par l'Église catholique dans son ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, depuis le début, la Révolution française marque des idées anticléricales. Et ces attaques contre l'Église vont marquer un point de départ important, c'est-à-dire la contre-révolution. Et à partir de là, les choses vont... Une partie de ces tensions est oubliée le 14 juillet 1790, lorsqu'a lieu la fête de la Fédération. C'est-à-dire qu'on va fêter les 1 an de la prise de la Bastille et la mise en place de la monarchie constitutionnelle. Et à ce moment-là, il y a une véritable communion puisque tous les ordres sont présents, c'est-à-dire la famille royale, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et il y a cette forme de communion, si je puis dire, autour de l'idée de nation, d'État. Cependant, les choses vont se gâter à peu près 1 an plus tard, lorsqu'en juin 91, la famille royale fuit et est arrêtée à Varennes. Donc la famille royale cherche à rejoindre l'Autriche, puisque Marie-Antoinette est autrichienne, son frère est le roi d'Autriche. Son frère cherche tout de même à protéger sa sœur, mais il cherche surtout à protéger son pouvoir et à limiter la révolution. Donc en fait, Louis XVI a joué double jeu en faisant croire qu'il était pour la monarchie constitutionnelle, qu'il était d'accord avec un certain nombre de réformes qui étaient mises en place, alors qu'il cherchait et complotait à l'étranger. L'arrestation à Varennes va vraiment marquer la fin du lien entre le roi et son peuple. En effet, au 17 juillet 91, il va y avoir un rassemblement sur le Champ de Mars à Paris et la demande d'une partie de la population de la déchéance du roi et d'une mise en place de la République. Ce rassemblement va très mal se dérouler puisqu'il va y avoir ordre de la garde nationale qu'il tire sur la population. Et un certain nombre des personnes rassemblées sur le Champ de Mars vont être tuées lorsque la garde nationale va déclencher l'assaut, si je puis dire. Donc là, à ce moment-là, il y a véritablement une coupure nette et précise entre, la population et le roi. D'ailleurs, 2 mois plus tard, une nouvelle assemblée est élue, qu'on va dorénavant appeler la Convention, et une nouvelle constitution est mise en place en septembre 91. Entre septembre 91 et 92, il y a relativement du surplace, mais on voit qu'il faut que la révolution évolue dans un sens ou dans un autre, et l'entrée en guerre officiellement contre l'Autriche et la Prusse va permettre un renouveau, un relancement politique de la révolution. C'est pourquoi, au final, le 10 août 92, le roi est définitivement renversé et c'est la fin de la monarchie et la mise en place de la République. Donc cette République
au sens le plus démocratique, si je puis dire, du terme, durera à peu moins de 2 ans. Et cette mise en place de la République va d'abord se faire par Danton, qui est un des hommes forts euh, de la Révolution, et il va gérer ce gouvernement provisoire et la mise en place définitive de la Révolution. Et en septembre 92, la Révolution prend une allure beaucoup plus violente, avec notamment les massacres de contre-révolutionnaires, c'est-à-dire que de nouveau, il y a une montée de rumeurs dans la population comme quoi il pourrait y avoir des attaques de plus en plus violentes par les armées étrangères, surtout qu'au départ, la France ne l'emporte pas contre l'Autriche ou la Prusse. Donc, une partie de la population va entrer dans les différentes prisons, etc., et va participer au massacre d'aristocrates et de membres du clergé. Cependant, la chance guerrière, si je puis dire, de la République va changer puisque le 20 septembre, l'armée française va remporter une première victoire qui va marquer une suite de victoires importantes par la suite. Et le 21 septembre, la République est définitivement proclamée. Et c'est toujours Danton qui est au pouvoir. Donc, vu que la République est proclamée, il faut arriver à échéance de ce qui s'est produit par la suite, de ce qui s'est produit auparavant, pardon, c'est-à-dire la monarchie et Louis XVI. Donc, on estime que ce qu'a fait Louis XVI n'était absolument pas normal, qu'il a menti, qu'il a joué double jeu, qu'il a été un traître puisqu'il communiquait avec l'étranger. Donc, le procès de Louis XVI s'ouvre le 10 décembre 1792 et se termine le 26 décembre. La Convention a longuement hésité sur ce qu'il fallait faire de Louis XVI et au final, le 21 janvier 1793, Louis XVI sera guillotiné. Donc là, définitivement, la monarchie est terminée. À partir de ce moment-là, l'exécution de Louis XVI va marquer une évolution de la République, c'est-à-dire vers une période dite de la terreur. C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a de plus en plus de menaces vis-à-vis du système et qu'il faut l'enrayer. Et on va l'enrayer par la violence. Déjà, la guerre continue, donc il y a des menaces extérieures de plus en plus fortes et surtout, on a l'impression que la révolution est en danger à l'intérieur, notamment par le soulèvement en Vendée. Donc la Vendée étant une région dans l'ouest de la France où la population va se soulever contre la révolution. Donc ce sont des contre-révolutionnaires. Vraiment, je simplifie au maximum parce que cette question de la Vendée est extrêmement complexe et encore aujourd'hui, il y a des avis extrêmement tranchés sur la question et les historiens n'ont pas forcément tous la même lecture. Et pour enrayer ces différentes menaces internes et extérieures, il va y avoir la mise en place du comité de salut public. Et un homme fort va apparaître, il s'agit de Robespierre, qui va représenter la vision la plus extrémiste, si je puis dire, de la Révolution. Toute critique de la Révolution fait de vous un ennemi de la Révolution, selon Robespierre, et un ennemi de la Révolution doit être éliminé. Cependant, cette période de la terreur va participer à la mise en place d'une politique d'exécution, mais néanmoins, le projet révolutionnaire d'une mise en place d'une société égalitaire va se poursuivre, avec notamment l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Pour protéger la Révolution, le service militaire va être rendu obligatoire et aussi pour protéger la population, un contrôle des prix va être mis en place. Cependant, même si on calme la population, notamment grâce au contrôle des prix, on estime, enfin, en tout cas Robespierre estime, qu'il y a encore trop de danger pour la Révolution. Et donc, en 1793, la loi des suspects va être mise en place. Et à partir de là, on commence
une période de procès contre des révolutionnaires. Par exemple, Danton, qu'on a vu auparavant, va être exécuté. Donc, en fait, tous les hommes et femmes de la Révolution au départ vont être exécutés par Robespierre. Enfin, c'est pas lui qui les exécute, mais disons que des procès politiques vont être mis en place. Cependant, en juin 94, Robespierre et son gouvernement vont mettre en place une loi qui supprime le droit aux accusés de se défendre. Donc il n'y a plus véritablement de procès, enfin il n'y a même plus de procès, et là les exécutions s'accélèrent. Cependant, cette décision va vraiment marquer une peur de plus en plus forte dans la population et la terreur, la population n'en veut plus. En effet, on estime qu'à peu près en 2 ans, il y a environ 17 000 exécutions, et je vous parlais de la Vendée auparavant, il y a à peu près 100 000 morts en Vendée pour écraser cette contre-révolution. Donc c'est vraiment en une année, plus ou moins, une période extrêmement violente. Et suite à cette violence de plus en plus marquée, Robespierre, entre le 26 et le 28 juillet 1994, va être arrêté et exécuté. Donc l'exécution de Robespierre va marquer la fin de cette politique de terreur. Tous les gens qui étaient proches de lui et ceux dont on estime qu'ils ont été des buveurs de sang vont être arrêtés et exécutés par la suite. Et avec cette suppression de la terreur, on va mettre en place un nouveau régime politique qu'on va appeler le Directoire et qui va correspondre à une révolution plus libérale, on va dire. Par exemple, un certain nombre de nobles vont être libérés des prisons, il y a une libéralisation des mœurs, etc. Donc c'est une période beaucoup plus, oui, libérale dans tous les points de vue par rapport à ce qui avait pu se produire auparavant avec la terreur. Donc déjà en 1795, une nouvelle constitution, encore une fois, est mise en place, toujours dans le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'elle va être particulièrement favorable aux propriétaires, et ce fait-là va faire monter des tensions sociales et politiques dans la population. Donc c'est aussi à ce moment-là où, par exemple, le code civil et le code pénal vont commencer à être rédigés, à être mis en place. Donc il y a malgré tout une continuité des idées révolutionnaires. Donc cette période dure environ 4 ans, mais malgré tout, on estime que ce n'est pas suffisant et que peut-être, pour continuer la révolution, il faudrait, pourquoi pas, mettre en place un système militaire. Donc, se pose la question, est-ce que l'armée va être le moyen, le recours possible pour protéger la révolution et ce qui a été mis en place? À ce moment-là, un homme, Napoléon Bonaparte, qui est populaire grâce aux conquêtes italiennes ou aux campagnes d'Égypte en 98, et un certain nombre de personnes favorables à un recours à la force vont approcher Bonaparte. On suppose qu'il y a plus ou moins des discussions pour un coup d'État dès octobre 99, et ce coup d'État, au final, a lieu le 9 novembre, et c'est la fin du Directoire, et donc la fin de la Révolution française. En effet, donc, ce coup d'État va marquer la fin du Directoire et la mise en place de ce qu'on va appeler le consulat entre 1799 et 1804, c'est-à-dire qu'on va avoir la mise en place d'un système autoritaire qui va être géré par Bonaparte, qui est donc le premier consul. C'est lui qui dirige tout. On va conserver quelques institutions révolutionnaires, comme par exemple l'Assemblée nationale qui va changer de nom. Voilà. Et on remarque une recentralisation, c'est-à-dire que les départements qui avaient été créés il y a à peu près 10 ans existent toujours, mais leurs prérogatives vont petit à petit redisparaître au profit de la capitale, donc Paris, et Napoléon est celui qui dirige. Et au final, puisque nous sommes dans un pouvoir autoritaire et centré autour du premier consul, au final, le 18 mai 1804, Napoléon est sacré empereur et devient Napoléon Ier. C'est donc le premier empire qui durera de 1804 à 1814. Et donc c'est quelque chose que vous verrez par la suite, plutôt en deuxième année.
Et donc, cet acte du 18 mai 1804, c'est-à-dire le couronnement de Napoléon Ier, marque définitivement la fin de la Révolution française.